Je suis excitée aujourd'hui de te présenter Flora Douville. Si tu la connais pas déjà, j'ai fait son programme pendant le confinement et depuis il m'accompagne un peu tout le temps. J'en parle un peu partout, voilà, c'est devenu un filtre un peu dans ma vie et j'ai adoré le faire et en le faisant je me suis dit je pense que ça plairait à mes tourterelles parce que mes tourterelles, elles veulent apprendre à se connaître, elles veulent apprendre à s'aimer et à aimer l'autre et c'est précisément ce que le travail de Flora permet d'une manière qui sort vraiment de l'ordinaire, d'une manière subtile, profonde, poétique, très en lien avec la nature et donc très bien on s'aime. Elle a créé ce bel outil il y a une quinzaine d'années et donc depuis elle l'approfondit, elle le peaufine et dans cette vidéo on va te parler des 3 dimensions de ton profil méta. À la fin, on verra aussi comment appliquer cet outil dans la vraie vie, qu'est-ce que ça a changé pour Flora dans son rapport à son corps, à sa féminité, dans ses relations avec sa famille. On va aussi parler d'amour de soi et de gestion des conflits. Par contre, j'ai eu un petit souci de micro dans cette vidéo, donc le son est pas top, on entend voilà, le vent ici et là, les pies, un petit peu de tourterelle. On a fait de notre mieux pour optimiser le son, mais voilà, il n'est pas nickel. On a choisi quand même de publier cette vidéo parce qu'on trouvait que c'était quand même exploitable, donc désolé pour la gêne occasionnée. En plus, mon autofocus, ça fait des petites crises ici et là, mais voilà, s'il te plaît, regarde cette vidéo jusqu'au bout parce que le travail de Flora est passionnant. Flora, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, donc je m'appelle Flora Douville, je suis formatrice, un peu artiste aussi et auteur d'un livre qui parle de ce sur quoi je forme, de l'outil que j'ai créé qui s'appelle la méta. Donc je forme et j'accompagne des personnes qui ont envie de mieux se connaître, c'est la base de mon outil. La méta, en fait, c'est un outil de connaissance de soi qui est un petit peu particulier parce que c'est un système de reconnaissance de ses talents, ou grille de lecture de l'être humain, on peut dire. Un peu comme les BTI, Enneagram, Gallup, toutes ces choses-là. Exactement. Astrologie, Human Design, il y a plein de grilles de lecture différentes. Voilà, il y a plein de grilles de lecture différentes, il y a plein d'outils différents. Chacun a un petit peu son process pour arriver à un profil particulier et du coup des informations sur soi. La particularité de la méta, c'est qu'on passe pas par sa date de naissance ou par un test psychologique avec des questions pour savoir comment on fonctionne dans certaines situations. On passe par l'observation du corps physique et de l'énergie d'une personne. Okay. Donc ça veut dire que quand je croise des gens que je ne connais pas, quand je croise des gens dans la rue, en fait, rien qu'en les regardant et en observant leur énergie, la façon dont ils bougent, ce qu'ils dégagent naturellement, la forme de leur corps, etc., en fait, j'ai déjà énormément d'informations sur qui ils sont, sur leur essence, en fait, sur leur personnalité profonde. Et ça doit faire flipper. Oui, il y a plein de personnes quand je leur dis ce que je fais en fait, qui font un petit pas de recul, voilà. je me sens à poil. Voilà, qu'est-ce qu'elle a vu, qu'est-ce qu'elle sait, mon Dieu, voilà, qu'est-ce qui est visible en fait, qu'est-ce qui est perceptible. Elle va me juger. Voilà, alors le truc c'est que la méta ne donne pas spécialement accès à, je vais pas lire dans les pensées, je ne sais pas ce que les gens font, j'ai pas spécialement accès non plus à leur vécu, à ce qu'ils ont fait, à ce qu'eux pensent avoir fait de bien, de mal dans leur vie, enfin voilà, tout ça j'ai pas du tout accès. En fait c'est beaucoup plus cool que ça, ça donne accès à l'essence de la personne, à tout son potentiel en fait, c'est-à-dire ce avec quoi elle est arrivée sur Terre, en fait son bagage de dons, de talents, d'aptitudes particulières avec lesquelles elle est arrivée sur Terre, et aussi ses fonctionnements naturels et ses besoins. Donc c'est un petit peu comme un mode d'emploi d'une certaine façon. Donc indépendamment, l'essence c'est indépendant de l'éducation, des conditionnements. Exactement. C'est vraiment quelque chose avec lequel, enfin pour moi en fait donc on arrive à un profil avec la méta, un profil méta. Et pour moi notre profil il est déjà défini au moment de la conception en fait. C'est-à-dire que déjà quand on grandit dans le ventre de sa mère, en fait le profil est déjà présent. Il va nous accompagner toute notre vie, c'est pas quelque chose qui change avec le temps. Et ni avec donc l'apparence physique, parce que tu dis que c'est
en fonction de l'apparence physique, et que quand on lit quelqu'un, on peut savoir qui il est. Le physique il change toute la vie, et même si, au-delà du processus de vieillissement, on peut avoir des pertes ou des prises de poids. Et ça n'impacte pas le profil, effectivement. En fait, tous ces changements que tu nommes, pour moi, c'est un peu comme la météo. Voilà, la météo, des fois on voit le soleil, des fois on ne le voit pas, il est caché par des nuages, le temps change, etc. C'est exactement la même chose avec notre profil méta, il est là, simplement il va s'exprimer différemment selon les phases de la vie, et puis selon les aléas, voilà, une maladie, j'ai pris le soleil, la couleur de ma peau change, j'ai pris du poids, j'ai perdu du poids, en fait tout ça, ça fait changer effectivement l'apparence, on va dire superficielle du corps, mais en fait ce qu'on observe avec la méta, c'est pas cette apparence superficielle, donc c'est pas non plus la morphologie, ce genre de choses, on observe vraiment quelque chose de plus profond et qui reste, en fait, qui est toujours là. Qu'on soit petit, enfant, ado, adulte, voilà, en fin de vie, peu importe. Ok. Donc tu parles d'un profil, de quoi est constitué ce profil? Ce profil, effectivement, il est constitué de 3 grandes parties. Ces 3 grandes parties nous informent en fait sur différentes facettes de notre personnalité profonde, de notre essence. Donc c'est assez intéressant d'avoir 3 parties dans un profil. C'est pas un profil unique avec juste certaines catégories. En fait, on peut avoir en commun une partie de profil avec quelqu'un, mais avoir par contre une autre partie de notre profil qui est différente. Donc c'est assez fin dans la lecture en fait de la personnalité. Il y a combien de profils en tout? 576. Quand même. Voilà. Quand même. Donc on n'est pas sur le truc des 16 personnalités, sans le dénigrer ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus... C'est différent, quoi. C'est différent, et il y a effectivement beaucoup de profils possibles. La première partie de notre profil, en fait, s'appelle le rayonnement. Alors, le rayonnement, en fait, c'est quoi? C'est peut-être que, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, en fait, mais notre corps dégage une lumière très subtile. On n'est pas des spots lumineux, donc ça ne se voit pas, on n'éclaire pas, mais on dégage une lumière très très subtile. Et cette lumière subtile, elle va elle entre en résonance avec certaines couleurs, et au contraire, il y a d'autres couleurs qui la bloquent, on peut dire, en fait, ou qui l'empêchent de s'exprimer. C'est un peu comme de l'énergie, en fait, qu'on dégage naturellement, et simplement, il y a des couleurs qui vont faciliter l'expression de cette énergie, et il y a au contraire des couleurs qui vont la bloquer, qui vont l'empêcher. Et en fait, cette partie de notre profil, donc elle s'exprime physiquement, énergétiquement, avec ses couleurs, mais elle a surtout une signification en fait sur notre personnalité. C'est-à-dire que notre rayonnement parle de notre rapport avec le monde. C'est pas un hasard en fait si c'est via notre peau que ça s'exprime, parce qu'en fait notre peau c'est quoi? C'est un peu l'interface entre l'extérieur et l'intérieur, et en fait notre rayonnement parle de ça. Il parle de cette interface que nous avons naturellement entre l'extérieur et l'intérieur, entre le monde et nous, et donc en fonction de notre rayonnement, en fait, on ne va pas recevoir les informations de la même façon, on ne va pas sélectionner les informations de la même façon. Toi et moi qui n'avons pas le même rayonnement, justement, eh bien, c'est comme si notre système interne ne faisait pas le tri de la même façon. C'est-à-dire que les informations que toi, tu vas choisir, tout ça se fait vraiment inconsciemment, ça se fait de façon très très instinctive en fait. Mais toutes les informations que ton système va choisir de garder pour les traiter et pour en faire quelque chose, c'est pas les mêmes informations que celles que mon système en fait va choisir de garder pour en faire quelque chose. Donc on peut être soumise au même environnement. On peut être dans une même situation, en fait simplement on va pas prendre en considération forcément les mêmes informations, ou peut-être pas dans le même ordre de priorité. Donc ce rayonnement dans ce profil, il prend la forme d'une saison et d'une palette de couleurs. Ce sont les couleurs qui vont nous aller en fonction du rayonnement de notre peau, et donc on peut être printemps, été, automne ou hiver, et c'est pas du tout les mêmes couleurs qui vont nous aller selon notre profil. Et c'est indépendant des saisons. Moi je suis automne,
c'est des couleurs que je vais porter toute l'année et pas juste en automne. Exactement, exactement. En fait, le lien qu'on a avec la saison qui correspond à notre rayonnement, donc toi pour l'automne par exemple, le lien que tu as, c'est pas, ça n'a rien à voir avec ta date de naissance par exemple, il n'y a pas besoin d'être né en automne pour être automne. Ça n'a pas de rapport non plus avec la saison dans laquelle on se trouve actuellement, donc c'est effectivement pas, il ne faut pas attendre en fait la saison de l'automne pour s'habiller en automne quand on est automne. Ça a un rapport avec l'énergie de la saison en elle-même, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans la nature à ce moment de l'année. Okay. Et donc toi en tant qu'automne, en fait, tu vas avoir un fonctionnement ou une attention particulière sur tout ce qui correspond à ce qui se passe dans la nature. Et donc qu'est-ce qui se passe dans la nature à l'automne? Et en fait on arrive à un moment de maturation. Le printemps a en gros envoyé les graines à tout vent pour essayer de faire en sorte, parce que la vie doit reprendre, donc on envoie dans tous les sens, on ne sait pas ce qui va germer, on ne sait pas ce qui va prendre. L'été est une saison de croissance et de développement. Tout ce qui a été semé au printemps en fait, va pouvoir tranquillement se développer, fleurir, etc. Au moment de l'été, donc il y a l'accompagnement comme ça de ce temps de développement. Et quand on arrive à l'automne, c'est le moment où tout devient mûr, tout devient prêt, on peut récolter, on peut cueillir, on peut ramasser. Et c'est le moment où la nature en fait se prépare à passer la saison de l'hiver. La nature, elle est, tout est bien organisé dans les cycles. Et donc l'hiver, la nature sait que c'est un moment qui est difficile et qui est vraiment très particulier à passer parce que c'est un moment de transition. C'est la fin d'un cycle pour passer un nouveau cycle, c'est un peu le moment du tri où on voit qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Ce qui marche pas, on le laisse de côté, on va le laisser un peu régénérer la terre, mais on va plus le nourrir et s'en occuper. Par contre, ce qui fonctionne bien, on va le garder. Et l'automne, en fait, c'est la saison juste avant qui prépare, qui est là pour préparer. Donc la nature, c'est comme si elle offrait tout ce dont on avait besoin pour se préparer pour cette saison. Et c'est le moment où les animaux font des réserves, où les animaux se nourrissent, ceux qui vont migrer, par exemple, vont beaucoup se nourrir pour pouvoir passer ce cap, etc. Et donc, quelqu'un qui est automne, c'est quelqu'un qui a cette énergie-là naturellement. C'est quelqu'un qui va être attentif à toutes les personnes ou toutes les choses ou toutes les situations en fait, qui nécessitent du soutien, qui nécessitent de la préparation, qui nécessitent de l'aide, qui nécessitent de la nourriture d'une façon ou d'une autre. Ça peut être symbolique aussi. Eh bien, les automnes en fait, vont arriver et se mettre au service en fait à l'endroit qui leur convient. Mais du coup, il y a cette façon naturelle, cette prédisposition naturelle à faire exactement avec les autres dans leur environnement, là où ils sont, ce que la nature fait naturellement pour tous les êtres vivants. Ok. Et toi, en tant qu'été, quelle va être ta personnalité en lien avec l'énergie de cette saison? Moi je suis donc, mon énergie correspond à ce qui se passe avant l'automne, c'est-à-dire ce moment de développement et de croissance. L'été c'est un moment où en fait, la nature, elle, c'est un peu, les choses suivent leur cours, il n'y a pas grand-chose à faire à part laisser les choses pousser, se développer, fleurir, les végétaux croissent, mais il n'y a pas de... Le printemps et l'automne sont vraiment des saisons où on se bouge, il y a vraiment des choses à faire, alors que l'été est une saison où tout a déjà été planté, maintenant il n'y a plus qu'à laisser les choses suivre leur cours et à un peu observer, profiter, regarder, donc il y a quelque chose de très contemplatif en fait dans l'énergie de l'été. D'accord. Et donc moi, c'est effectivement comme ça que je fonctionne, en fait j'ai un tempérament très contemplatif et je suis beaucoup moins... Ça ne veut pas dire que je ne vois pas quand quelqu'un a besoin d'aide et que je ne suis pas capable en fait, d'apporter du soutien, etc. Mais c'est pas ce que je sais faire de mieux en fait. C'est pas là où je suis la plus apte, où j'ai le plus de choses à apporter à mon environnement, au monde en général. Moi j'ai un fonctionnement qui est beaucoup plus en retrait, plus dans la contemplation, dans l'analyse aussi, dans l'observation. Et j'ai une capacité en fait à percevoir beaucoup avec mes sens, en fait, à utiliser en tout cas beaucoup mes sens dans tout ce que je fais. Et du coup, moi j'aime bien, je suis artiste, je crée des bijoux, j'ai toujours aimé en fait créer des choses. Alors, ça ne veut pas du tout dire, il ne faut pas tomber dans le cliché de quand on est été, on est artiste, et si on n'est pas été, on ne peut pas être artiste, ou on ne peut pas créer des choses, c'est vraiment pas le cas.
mais c'est simplement que ma façon de créer, ma façon de faire les choses, même quand je ne crée pas en fait et que je suis en train de former des gens, j'ai une façon de le faire en fait qui va beaucoup passer par le plaisir des sens et par l'attention en fait aux 5 sens, et où le sensoriel est vraiment au cœur de ma vie et de tout ce que je peux faire avec les autres. Et donc je vais être presque plus attentive à ce que les gens perçoivent avec leur sens, plus que ce dont ils ont besoin, par exemple. Okay. Et je vais je vais proposer des expériences aux gens où sensoriellement c'est intéressant. Mais voilà, parce que mon attention, elle est sur les 5 sens, avant tout. J'allais essayer de trouver un exemple. Alors, toi et moi, on va dans une soirée. Après, je me suis dit, mais Galou, tu vas jamais dans les soirées. Et je suis pas sûre que toi non plus, tu ailles beaucoup dans les soirées. Donc, on va pas prendre cet exemple de on va dans une soirée. On va à un brunch. Ouais. On va à un brunch dans un super endroit. Comment on réagit, comment on entre en contact, toi et moi, avec cet univers qu'on découvre. Alors, pour ce qui te concerne, je vais faire des hypothèses parce que du coup, je ne suis pas toi, donc, et je serai jamais en fait quelqu'un de ton profil, donc je peux juste essayer d'imaginer. Si on se concentre juste sur été-automne pour un peu d'exemple. Et bien, en fait, moi, je vais commencer avec moi en fait. Quelqu'un comme moi, c'est quelqu'un qui va arriver et qui va regarder, en fait, qui va être naturellement sensible au bruit. Alors, est-ce qu'il y a de la musique, est-ce qu'il y a du son, qu'est-ce qui se passe au niveau sonore, comment est l'espace, est-ce que si tout est organisé, par exemple, tiens, qu'est-ce que c'est comme nappe, ah, c'est du lin, ok, tiens, ils ont choisi ce type d'assiette avec ces couleurs-là, les couverts sont comme ça, ah, c'est beau ce qu'ils ont fait avec les fruits et la façon dont, je sais pas, les fruits sont disposés dans les assiettes, ou ah, la petite pile de pancakes avec les quelques framboises dessus. En fait, on va juste être attentif à ce qui se passe, alors aux gens aussi, comment les gens sont disposés, est-ce que, je sais pas, il y a déjà des groupes qui sont des gens qui sont en train de discuter, qu'est-ce que je perçois en fait de ce qui se passe entre eux, mais il y a une forme d'observation de tout ce qui se passe sur le plan sensoriel en fait. Et en fait c'est ça en premier, moi, qui va me toucher, qui va en tout cas m'appeler. Et ça veut pas dire que je vais pas entrer en contact avec les gens qui sont là, ça veut pas dire que je vais pas pouvoir avoir des conversations, que je vais pas les écouter, que je saurais pas, je sais pas, leur passer l'eau s'ils me demandent, enfin ça a rien à voir avec ça. Mais c'est comme si mon système était d'abord focalisé sur certaines choses en priorité par rapport à d'autres informations et par rapport à d'autres éléments. Voilà. Et donc, pour quelqu'un comme toi, donc Automne, qu'est-ce qui se passe quand il arrive là? En fait, toutes les informations que j'ai décrites vont pas forcément lui échapper. Après, ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens qui font pas attention à ce genre de choses, il y a des gens qui sont attentifs à ça. Mais c'est comme si c'est comme si l'attention à ces choses-là était au service des autres, au service de comment toi tu vas pouvoir être avec les autres et comment tu vas pouvoir peut-être te rendre utile ou dire un truc qui va faire du bien ou qui va faire plaisir. Et donc pour toi, tu pourrais aussi en fait observer et te réjouir en fait de ces différentes couleurs, saveurs, des sons, etc. Mais c'est comme si c'était là pour nourrir quelque chose qui est presque plus important, qui serait comment les autres se sentent. Est-ce que les autres... c'est pas le même moteur en fait. Mais c'est ça, okay. C'est ça. Et en fait, donc c'est très subtil et c'est délicat parce que il faut pas tomber dans le cliché de toi tu t'intéresses à ça, toi et moi je m'intéresse à autre chose. Mais c'est plutôt qu'est-ce qui te pousse à t'intéresser à exactement, exactement. On peut être nourri par les mêmes situations, simplement c'est comme si ça venait pas remplir les mêmes endroits à l'intérieur de nous et ça venait pas en fait, c'est-à-dire que la réponse qu'on va avoir ou ce que ça va faire pour nous va pas du tout être la même chose. Par exemple, peut-être que toi ça va te nourrir d'une façon où en fait tu vas te sentir tellement bien que tu vas avoir un peu plus d'énergie pour, je sais pas, écouter certaines personnes qui ont envie de te parler ou qui ont envie de raconter des trucs, ou parce que tu as des conseils à donner et du coup tu vas pouvoir le faire, ou de passer du temps avec des gens et puis peut-être voir comment ensemble, finalement faire relationner des gens qui en fait se connaissent pas très bien, enfin bref, ça va peut-être avoir cet effet-là. Là où moi, en fait, je vais comme me baigner dans un espace contemplatif qui va me nourrir vraiment, mais ça n'a rien à voir avec les autres. Je peux rester même un petit peu en dehors, avoir besoin de temps pour pouvoir goûter vraiment sensoriellement à tout ce qui est présent là.
et peut-être que ça va nourrir mon envie de créer des choses, à nouveau une autre expérience sensorielle dans mes formations, dans mes bijoux, dans ce que je fais au quotidien, c'est-à-dire où ça va pas me connecter à une envie de faire quelque chose pour les autres spécialement en fait, ça va plus nourrir toujours ce truc autour du sensoriel qui est très important pour moi. Okay. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir ces informations-là parce que dans les relations ou avec les autres, en fait, on n'apprend pas la différence. Moi, j'ai entendu toute mon enfance et toute ma jeunesse, en fait, à l'école, au collège, etc. La différence, c'est important, c'est une richesse, la diversité, etc. J'ai entendu ça tout le temps. C'est une belle fumisterie quand on y pense, parce que alors c'est incroyable. C'est vrai, sauf que dans les faits, c'est toujours jugé, c'est toujours critiqué. En tout cas, avant d'être accepté, ça passe toujours par une phase de friction. Et puis alors surtout, même qu'on en fait tout un truc qui est super, mais c'est vrai que pour l'appliquer, il y a moins de monde. Ouais. Mais il y a moins de monde et on n'a aucun modèle. Ouais. C'est l'école qui nous dit la diversité est une richesse, et puis en fait, il faut tous qu'on apprenne à faire exactement la même chose, exactement de la même façon. Donc, il y a une contradiction énorme entre ce qui est dit et ce qui est fait. Donc en fait, on n'intègre pas cette information que la richesse, c'est la diversité, et que les différences, en fait, sont des atouts, etc. On n'intègre pas du tout, parce qu'il n'y a rien qui est fait pour nous permettre, d'une part, de reconnaître nos différences, et ensuite d'en extraire le potentiel et les cultiver. Exactement, et puis comprendre qu'est-ce que ça a comme qualité, en fait, qu'est-ce que ça a comme intérêt. Moi, je suis différente de toi sur ce plan-là, par exemple, mais jamais, déjà, c'est quelque chose qu'on enseigne ou qu'on découvre à l'école, et on va jamais non plus regarder quel est l'intérêt d'être comme moi je suis, et quel est l'intérêt d'être comme toi tu es, parce que on a des intérêts différents, et du coup, c'est très intéressant, parce qu'on peut s'apporter mutuellement, en fait, avec nos différences. Et ça, on l'apprend nulle part. Et moi, c'est un des grands trucs que j'ai gagné, en fait, en développant cet outil, c'est de découvrir la richesse de la diversité, mais vraiment concrètement, factuellement, et de pouvoir y goûter, de pouvoir en profiter avec les autres, et du coup de ne plus me juger moi ou de ne plus juger les autres, et simplement de constater nos différences et de pouvoir en profiter vraiment comme à chaque fois une qualité qu'une personne apporte et met sur la table, quoi. Plus de love partout, du coup. Ben ouais. Et de paix, en fait. Ouais. Donc on a les couleurs qui sont en lien avec notre teint en fait, et qui nous informent sur la façon dont on rentre en contact avec le monde et comment on interagit avec le monde. On a je fais des trucs avec mes doigts mais ça n'a pas de sens. On a un deuxième aspect du profil qui est les matières, donc les matières de tissu. Donc là c'est pareil, quelles sont ces matières et sur quoi elles nous informent. Donc effectivement, la deuxième partie de notre profil, c'est une partie qu'on appelle le mouvement. Donc, on a parlé du rayonnement lumineux de la peau. Le mouvement, c'est un deuxième aspect de notre personnalité qui s'exprime à travers notre façon de bouger, en fait, notre gestuelle, notre débit de parole, le rythme avec lequel on fait les choses, etc. En fait, on n'a pas tous le même rythme, on n'a pas tous la même façon de bouger. C'est comme si l'énergie qui nous traversait quand on fait quelque chose, même quand je fais ces gestes-là, en fait, c'est une énergie particulière qui me traverse et qui m'anime. Et cette énergie, elle a une consistance particulière. Il y a des personnes qui font des gestes extrêmement rapides et secs et avec de la tension. Il y a des personnes qui bougent avec beaucoup de légèreté et de délicatesse. Il y en a qui bougent avec plus de fluidité, de coulant, et d'autres qui bougent avec une forme de présence et de stabilité. Qui bougent pas. Presque, non. Ils bougent, mais c'est simplement que, comme il y a beaucoup plus de densité et quelque chose de très posé, en fait, dans leur gestuelle, ça donne l'impression qu'ils bougent très peu, voire pas. Mais on bouge tous de façon très différente, et en fait ce mouvement, cette énergie-là qui nous traverse dans nos gestes, on peut la comparer au mouvement des 4 éléments. En fait, si on prend l'air, l'eau, la terre et le feu, quand je bouge avec une forme de grâce, de nonchalance et quelque chose de coulant, finalement c'est de l'eau en fait, c'est l'énergie de l'eau qui s'exprime dans mes mouvements.
On peut voir comment les gens dansent, par exemple, sur une même musique, comment ils vont se mettre à bouger. Ouais. C'est super intéressant. Moi, j'adore regarder les gens danser parce que ça parle beaucoup, en fait, de cette... les gens ne le savent pas, mais ça parle de quelque chose de très profond chez eux, en fait, une partie de leur personnalité. Qu'on aime danser ou qu'on n'aime pas danser, qu'on sache danser ou qu'on sache pas danser. Ouais, peu importe. Il y a toujours... et puis même, les gens, en fait, leur façon de bouger, de parler, donc... en fait, en très peu de temps, même une personne qui n'ouvre pas la bouche, juste dans sa façon de se déplacer, de faire certains gestes, on peut déjà en fait avoir des informations sur cette énergie qui la traverse et sur cette consistance. Et en fait, cette consistance de l'énergie qui nous traverse dans nos mouvements, elle est en lien avec certaines matières, parce que les matières de vêtements, les tissus, bougent aussi. Il y en a plein de différentes, et en fait ces matières bougent un peu comme les éléments. Il y a des tissus, des voilages par exemple, qui sont très légers, qui sont transparents, qui sont très aériens. Quand on les lance en l'air, en fait, ils mettent beaucoup de temps à retomber et puis ils volent comme une plume presque. Il y a des tissus qui sont beaucoup plus coulants, dégoulinants, un petit peu soyeux comme de l'eau. Il y a des tissus beaucoup plus secs et qui se tiennent et qui sont beaucoup plus structurés, rigides, voilà, qui peuvent faire un petit bruit sec quand on les froisse, voilà, qui ressemble à du feu. Et puis des tissus plus moelleux, plus denses, plus épais, qui se comportent en fait comme la terre. Et donc c'est exactement comme pour les couleurs. Avec les couleurs, il y a certaines couleurs en fait qui permettent à notre énergie, à notre rayonnement de s'exprimer, d'autres qui le bloquent. Là, c'est pareil, en fait. Il y a des matières qui bloquent notre mouvement naturel, notre gestuelle naturelle, et il y a des matières qui, au contraire, les soutiennent, en fait, et permettent nos mouvements. Et comment on les reconnaît? C'est simplement ceux qui permettent notre mouvement, c'est les matières qui se comportent exactement comme nous. C'est-à-dire les matières qui ont la même densité, le même poids, et qui fonctionnent comme nous, qui bougent comme nous, en fait. Donc, quand on porte ces matières, c'est exactement comme si on portait une seconde peau. Parce que ces matières, elles sont dans le prolongement de nous, en fait. Et donc, il n'y a plus rien quand je porte ces matières-là, ces matières qui me conviennent et qui bougent comme moi. C'est comme si je portais une extension de moi, simplement. Il n'y a plus rien qui m'empêche de faire mes mouvements librement, de me sentir moi, de me sentir qui je suis. Exactement. Parce que c'est vrai que c'est des matières qu'on va aimer porter. Oui. C'est des matières dans lesquelles on va se sentir bien. Et on connaît tous peut-être des matières... ok, on se sent ni bien ni mal, on se sent un peu genre normal parce que tout le monde n'a pas ses sens aiguisés pour vraiment percevoir ce dans quoi il est bien, mais quand on n'est pas bien dans un vêtement, on le sait. Oui. Moi, je déteste la matière collant, par exemple. Je sais pas, tu vois, c'est vraiment une matière que j'aime pas, ni sur mes jambes, ni sur la taille, même si tu me dis un collant qui serre pas la taille, je fais mais moi dans mon mouvement dans l'aine, je sais pas, ça va me gêner dans les pieds, voilà, c'est effectivement quelque chose que la plupart du temps on a déjà expérimenté. Autant les couleurs c'est un peu plus difficile de savoir ce qui va pas, mais si on parle de matière, tout le monde a déjà expérimenté d'avoir un vêtement, on l'enfile et c'est insupportable, parce que ça gratte, parce que ça pique, parce que la façon dont ça se pose, ça va pas. Parce que le bruit que ça fait, ça gêne, ou parce que ça colle, on n'aime surtout pas être collé en fait par ses vêtements, ou parce qu'au contraire on flotte dedans et en fait on a besoin de se sentir contenu dans son vêtement, pour plein de raisons. Ouais, par exemple, moi je trouve ça très joli les pantalons larges, et j'en vois des très jolis dans les magasins, et en même temps j'ai toujours alors pourtant j'aime les jupes, mais en pantalon je déteste avoir un truc qui baille sur les pieds. C'est ça. Donc en fait, c'est intéressant de noter ça, parce qu'on est tous très différents. Il y a une personne qui va détester quelque chose de collant parce que ça lui convient vraiment pas. Pour une autre personne, si ça n'est pas collant, ça ne va pas. Ouais. Voilà. Donc on est tous très très différents là-dessus. Et ces matières, en fait, c'est extrêmement précieux de découvrir quelles sont les matières qui bougent comme nous, qui se comportent comme nous. Parce que d'une part, on va pouvoir trouver ce confort dans nos vêtements. Et enfin pouvoir s'habiller avec quelque chose dans lequel on est bien, parce qu'on est quand même beaucoup formaté à porter des uniformes, à porter le jean, à porter des petites chemises, des pulls comme ci, comme ça, bref, la mode en fait nous formate énormément, et donc là c'est retrouver vraiment
sensations, enfin en fait tout ce que notre corps nous dit, mais que on étouffe un peu parce que la mode, parce que le job, il faut s'habiller comme ci, comme ça. Mais en plus, ce qui est très intéressant, c'est que la façon dont les tissus bougent nous informe aussi sur comment ça bouge à l'intérieur de nous, en fait, sur notre fonctionnement intérieur au niveau émotionnel. Okay. On n'a pas tous le même rythme émotionnel, on ne fonctionne pas tous de la même façon. Il y a des personnes qui sont très très rapides et très vives en fait dans la façon dans leur façon de gérer leurs émotions. Les personnes qui sont en lien avec le mouvement de l'air, par exemple, l'air, voilà, ça va, ça vient, ça bouge de façon très aléatoire, c'est léger. Parfois, ça surprend parce que ça fait claquer une porte, parce que voilà, ça fait sursauter comme ça. Quelqu'un qui a un mouvement en lien avec l'air, c'est quelqu'un qui va pouvoir passer très rapidement d'une chose à l'autre, d'une émotion à l'autre, qui va s'emporter, et puis 5 minutes après, qui va faire une blague, et puis qui va rigoler, qui est déjà passé à autre chose, en fait, parce qu'elle a pu exprimer une frustration, une colère, peu importe. Mon mari, lui, c'est l'air, et moi, c'est l'eau. Et moi, mon fonctionnement émotionnel, il est très très différent, en fait. Il se passe d'abord beaucoup à l'intérieur. Je mets plus de temps, en fait, à recevoir les informations. Quand je suis touchée émotionnellement, ça se passe d'abord intérieurement. Je peux avoir besoin de temps pour traiter en fait l'information, pour digérer, pour vraiment sentir ce qui se passe en moi, et puis du coup me mettre au clair sur ce dont j'ai besoin éventuellement, sur ce que j'ai envie de dire ou pas dire, etc. Mais ça prend du temps, le rythme n'est pas le même en fait. C'est un petit peu comme le rythme de la marée avec l'eau qui se retire et puis l'eau qui revient. Il y a un temps pour ça en fait. Ça prend plusieurs heures et voilà. Et donc, de découvrir les matières qui bougent comme nous, ça nous permet après de regarder, tiens, qu'est-ce que cette matière, elle m'apprend sur moi en fait, qu'est-ce que c'est que son fonctionnement, et qu'est-ce que ça me raconte de mon rythme intérieur et de comment je fonctionne naturellement. Là encore, c'est extrêmement précieux d'avoir ces informations-là, parce que si je reprends l'exemple avec mon mari, lui il a un fonctionnement émotionnel et un rythme très rapide, moi j'ai un rythme beaucoup plus lent. Et si on ne connaissait pas ces éléments-là, je pourrais m'emporter ou je pourrais me vexer en fait de le voir passer très rapidement autre chose. Si par exemple on n'est pas d'accord sur un sujet ou qu'il y a débat ou n'importe quoi, parce que je pourrais me dire mais en fait il s'en fout complètement, il s'intéresse pas au sujet. Il est déjà zappé. Ouais, c'est ça, il est déjà passé à autre chose en fait, ça ne représente rien pour lui, ça n'a pas d'importance. Alors que pour moi, je reste avec mon truc. Voilà. À ce moment-là, j'interprète que parce que je reste avec mon truc, c'est important et pas lui, donc on est voilà. Donc on n'est pas sur la même longueur d'onde et c'est pas en nous. C'est ça. Je pourrais vraiment me raconter des histoires sur ce qui se passe uniquement parce que son fonctionnement émotionnel est comme il est. Et moi, je pourrais aussi me raconter des histoires sur moi, en fait. Et je pourrais, alors il y a plein d'interprétations possibles, je pourrais me dire que moi, je considère que c'est important, donc moi, je suis mieux dans le couple parce que moi, au moins, je prends les choses à cœur. Voilà, je prends les choses à cœur, c'est important, etc. Mais je pourrais aussi me juger et me dire ah non mais c'est lui, il est génial, c'est trop bien, il arrive à passer, il est léger, il arrive à passer tout de suite à autre chose. Je devrais vraiment faire comme lui et ressembler, mais j'y arrive pas. Moi, je suis nulle. Oh là là, moi, je suis prise de tête. Et lui, il pourrait dire mais arrête, c'est bon, tu te prends la tête. Voilà. Tu gamberges là. Moi, je suis celle qui freine tout le monde. Je suis la pénible de service, celle qui a toujours, enfin je sais pas comment dire quoi, qui a toujours le moral dans les chaussettes, qui est toujours en train de trouver que tout est grave. Enfin, je pourrais en fait interpréter ce fonctionnement comme ça. Ouais. Et voilà, et lui pareil, pourrait aussi se juger lui ou me juger moi. Enfin bref, ça pourrait franchement donner lieu à 1000 engueulades et plein de problèmes et des incompréhensions en pagaille. Sauf que non, parce qu'on a cette connaissance. Lui, il sait qu'il a le mouvement de l'air. Moi, je sais que j'ai le mouvement de l'eau pour nos fonctionnements émotionnels. Donc, en fait, les choses sont beaucoup plus simples. Et donc, quand on discute ou quand on n'est pas d'accord sur certaines choses, on sait ça, en fait. Ça nous arrive d'ailleurs souvent d'en parler et de dire « Ah mais oui, mais toi, comme tu es ça, du coup, je comprends que tu aies besoin de ça ou que tu aies besoin de passer à autre chose rapidement ou que tu penses à ça maintenant ou je sais pas quoi. Moi, j'ai par contre un autre besoin, un autre fonctionnement, donc voilà. » Et en fait, les choses sont beaucoup plus simples parce qu'on part d'un constat de la réalité.
et on ne rajoute pas d'histoire, de préjugés, d'attentes, de jugement, enfin voilà, tout ça n'a pas lieu d'être en fait, puisque on a vraiment une lecture assez fine et assez précise de la réalité, qui est que il a ce fonctionnement et moi j'en ai un autre. Donc le mouvement, c'est en lien avec les matières de tissu dans lesquelles on se sent bien, dans lesquelles on se sent bouger, qui sont en lien avec notre fonctionnement émotionnel. Ouais. Et on a un troisième élément du profil, qui est la structure. C'est la troisième partie de notre profil qui parle d'une facette encore différente de notre personnalité. Cette partie de notre profil, en fait, elle s'exprime à travers notre structure physique, notre architecture physique en fait. Ça va être donc des formes, cercles, lignes et losanges. Exactement, exactement. En fait, c'est un petit peu délicat à expliquer, parce que souvent on confond avec la morphologie. Ouais. La morphologie, pour moi, c'est la météo. C'est effectivement ce qu'on nommait tout à l'heure. En fait, il peut y avoir des prises de poids, il peut y avoir des pertes de poids, il peut y avoir des changements physiques qui font bouger notre morphologie. Cette structure-là, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus profond. C'est un peu comment notre corps il est construit de l'intérieur. Et donc, en fonction des personnes, il y a effectivement soit la ligne, soit le losange, soit le cercle qui va apparaître. C'est un petit peu comme si l'une de ces formes était vraiment dominante dans la façon dont notre corps s'est construit. Et du coup, ça va se voir dans l'énergie que notre corps dégage et dans surtout les directions que l'énergie prend, en fait. Okay. On va voir ça dans... Alors, je vais rentrer dans les exemples. Ouais, voilà. Moi, je suis ligne. Et donc, comment on voit que je suis ligne? Je ne suis pas forcément très grande, parce que je fais 1m69,5. Mais en fait, quand je suis debout, on perçoit quelque chose de vertical chez moi. D'ailleurs, peut-être même assise, on peut le voir, il y a quelque chose d'assez vertical chez moi. C'est comme si c'était ce qu'on voyait en premier, en fait, cette verticalité. Et en fait, les personnes qui sont lignes, soit elles sont plutôt grandes, soit très grandes. En tout cas, elles donnent cette impression vraiment de verticalité, de quelque chose de longitudinal. Et quand on les compare, si en fait deux personnes de même taille, une personne est ligne et l'autre personne est soit losange, soit cercle, sont côte à côte, on va toujours trouver que la personne ligne est plus grande en fait. Mais c'est pas qu'elle l'est, c'est qu'elle donne l'impression. Parce que son énergie est verticale et monte, tout simplement. En fait, c'est l'énergie qui la traverse prend cette direction de montée. Alors que chez les personnes cercle et losange, l'énergie prend une autre direction. L'énergie chez les personnes cercle, elle ne monte pas, elle enveloppe ou elle englobe en fait. C'est comme si l'énergie se déployait tout autour de la personne. Donc, il y a quelque chose de très enveloppant et c'est quelque chose que l'on remarque en fait chez les personnes cercle, c'est que même si elles ont les bras le long du corps, on a l'impression qu'elles sont déjà en train d'ouvrir les bras, qu'il y a quelque chose d'accueillant et de chaleureux chez elles, parce que l'énergie fait ça en fait naturellement, se déploie comme ça chez elles. Chez les personnes qui sont losanges, l'énergie donne l'impression de partir dans plusieurs directions, notamment sur les côtés. Et ça va se traduire par quelque chose d'un petit peu... comme s'il y avait quelque chose d'anguleux ou d'un petit peu pointu en fait dans leur apparence et dans la façon dont ils se tiennent. Et du coup, on peut sentir vraiment que c'est comme si leur attention, même quelqu'un qui bouge pas, qui est assis debout, c'est comme si leur attention en fait partait sur les côtés. Ces différentes structures, on peut les percevoir comme ça énergétiquement, on peut les voir physiquement, parce qu'une personne cercle, du coup, ce qu'on va voir chez elle, c'est comme si son corps en fait était plein. C'est comme si c'était ça qu'il y avait à regarder chez la personne. Donc on va sentir... Oui, parce que le corps de tout le monde est plein. Mais le corps de tout le monde est plein. En fait, globalement, on a les trois structures. C'est-à-dire que tu as une colonne vertébrale, tu as des articulations et tu as du plein. Et ça, c'est valable pour absolument tout le monde sur la planète. À partir du moment où on est humain, on a ça comme caractéristique. Simplement, chez les personnes qui sont cercles, on va d'abord voir ce plein. En fait. C'est comme si c'était ce qu'il y avait à voir en premier. Naturellement, en fait, on a envie de tout regarder. Chez quelqu'un qui est ligne, c'est comme si on avait envie de regarder uniquement un axe central.
c'est comme si en fait tout ce qu'il y avait sur les côtés n'était pas très intéressant. En tout cas, les yeux vont pas naturellement être attirés par cette partie de quelqu'un qui est ligne. En fait, c'est ce qui se passe au centre et qui nous fait remonter vers les yeux qui est important. Okay. Et quand on est face à quelqu'un qui est losange, là on va sentir, contrairement au cercle où on avait envie de regarder l'ensemble, chez les losanges, on est attiré par des détails, par le coin de l'œil, par la commissure des lèvres, par le bout du nez ou le coin du nez, par les articulations qui vont être fines ou en tout cas comme un peu pointues. Et du coup, on va faire un jeu comme ça où les yeux sautent d'un point à l'autre, comme quand on essaye de relier les points pour faire un dessin. C'est exactement ce qui se passe en fait quand on regarde un losange. Donc on va voir en fait à chaque fois ces différentes caractéristiques. Okay. À quel aspect de notre personnalité ça fait référence? Eh bien, cette structure, la façon dont on est construit, en fait, la façon dont on est construit physiquement, parle de comment on est construit mentalement. C'est en fait vraiment le miroir de comment ça fonctionne dans notre tête, au niveau mental, au niveau intellectuel, comment on organise nos idées, comment on hiérarchise les informations qu'on reçoit, comment on va chercher de nouvelles informations, comment il traite les différentes informations et comment il les fait fonctionner en fait entre elles. Et du coup, ça va parler de comment j'envisage un projet. Moi, mon fonctionnement ligne, c'est un fonctionnement que certains peuvent trouver individualiste. En fait, on a tous un fonctionnement particulier. Moi, mon fonctionnement, il y en a qui le perçoivent comme individualiste. On peut le percevoir comme ça sans que le mot individualiste soit péjoratif. J'ai un fonctionnement qui est très exclusif, en fait. C'est-à-dire que la ligne, ça correspond à une personnalité qui va voir quelque chose, qui va avoir une vision d'un point précis, d'un objectif ou d'un endroit où elle a envie d'aller, et qui va en fait essayer d'atteindre cet objectif le plus rapidement possible. Il y a une notion quand même de rapidité, d'efficacité dans le fait d'y aller, et qui va en gros éliminer tout ce qui se trouve sur son chemin pour aller jusque-là. Donc ça veut dire que toutes les, si je caricature en fait, les choses, les personnes, les activités, bref, tout ce qui en fait se trouve sur mon chemin mais qui ne sert pas mon objectif, qui ne me sert pas en fait pour aller jusque-là, je vais avoir tendance à les mettre de côté, à les éliminer, à ne pas m'y intéresser et à très rapidement juger est-ce que ça m'aide ou pas. Sinon, je ne m'intéresse pas. Donc il y a quelque chose de très exclusif et de vraiment très focalisé, très concentré dans ma façon de faire les choses et dans ma façon d'aller quelque part, et du coup de ne pas m'intéresser à tout le reste. Dans ta relation, comment ça se manifeste, ce truc-là? Dans ma relation, alors mon mari a le même fonctionnement que moi, donc c'est assez pratique parce que du coup, c'est pratique. Ça veut pas dire que c'est mieux en fait d'être avec quelqu'un qui a le même fonctionnement. C'est simplement que sur ce plan, on fonctionne pareil, donc on se comprend très facilement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en fait, avec mon mari, on a la chance d'avoir des valeurs et des objectifs communs. Et donc, dès qu'on se met d'accord en fait sur un objectif ou sur quelque chose qu'on a envie de faire, très rapidement, on va pouvoir éliminer en fait tout ce qui ne nous convient pas. Je ne sais pas si là je pense à un exemple. Par exemple, en fait, il y a quasiment 2 ans, on a décidé de quitter la France et d'aller habiter en Estonie. Et en fait, à partir du moment où cette décision elle est venue assez rapidement, ça faisait longtemps déjà qu'on avait envie d'aller habiter à l'étranger, et puis là ça nous est apparu un peu comme ah oui, voilà, c'est ça qu'il faut qu'on fasse et c'est là qu'on a envie d'aller. On était tous les deux raccords sur le projet de partir dans ce pays alors qu'on n'avait jamais été avant, c'était complètement l'aventure, mais ça nous allait bien à tous les deux. Et à partir du moment où en fait on a décidé ça, Déjà, la décision a pu être extrêmement rapide, on n'a pas eu besoin de se convaincre l'un l'autre, ou bien de réfléchir, de se poser des questions sur « Ah, mais est-ce que ce serait pas mieux d'aller à un autre endroit ?» ou je sais pas quoi. En fait, ça a été très fulgurant, la façon de pouvoir se décider pour aller là-bas. Et une fois qu'on avait décidé ça, tout ce qui... En fait, on a décidé de partir et on devait partir... par rapport à notre projet, en fait, on avait 3 semaines, en gros, pour vider notre appartement, pour le rendre à l'agence et pour faire nos affaires, tout préparer. À partir de ce moment-là, en fait, tout s'est mis en place très rapidement et c'est comme si on avait chacun un peu
nos tâches, en fait, les choses qu'on avait à faire pour que ce soit possible. Et en fait, tout ce qui ne nous aidait pas dans cette tâche-là, enfin en tout cas dans les différentes étapes pour arriver à notre objectif, clairement ça a été voilà. Et en fait, lui comme moi, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc ça a été en fait, on s'est très bien compris dans ce processus et ça a été très très fluide. Il aurait été cercle. Comment ça aurait pu se passer? Eh bien, alors, je ne sais pas comment ça aurait pu se passer, mais quelqu'un qui est cercle, en fait, c'est quelqu'un qui fonctionne presque de manière inverse à la ligne. C'est quelqu'un qui n'a pas une vision exclusive, c'est quelqu'un qui a une vision inclusive. Quelqu'un qui est cercle, en fait, c'est quelqu'un qui va naturellement rassembler, ou en tout cas glaner, des tas d'informations sur plein de niveaux différents, de plein de types différents. Dans un projet, par exemple, c'est quelqu'un qui va être attentif à comment les uns et les autres se sentent au sein du projet, qui va être attentif à l'objectif que le collectif peut-être s'est fixé pour ce projet, qui va être attentif aux différents éléments, alors quel budget on dispose, le temps, qui fait quoi, comment ça se passe, les interactions entre les personnes. Ça fait très charge mentale plus quand on parle comme ça. Alors en fait ça ressemble à ça et en même temps quelqu'un qui est cercle il fait ça naturellement. Okay. En fait, il a la capacité de pouvoir comment dire, rassembler ces informations et rassembler ces différents niveaux d'informations. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des informations d'ordre un peu intuitif sur ce qu'on pressent un peu des différentes personnes en présence. C'est pas quelque chose qui va le fatiguer de faire ça parce que ça lui est naturel. Ouais. Là où on pourrait se dire, attends, trop d'infos. Voilà. En tout cas, pour un certain type de fonctionnement, ça pourrait être un trop d'infos qui submerge oui. et qui fatigue. Pour moi, en fait, ça pourrait me faire ça, en fait, parce que du coup, si j'avais accès à toutes ces informations, ou en tout cas, si je choisissais de tout rassembler, je pourrais me sentir dépassée ou débordée, parce que mon fonctionnement est exclusif. Et en fait, moi, je suis plutôt dans la sélection de juste cette info m'aide à avancer, donc je la prends, tout le reste, je l'oublie. Alors que quelqu'un qui est cercle fait l'inverse en fait et va chercher à avoir le plus d'informations possible. Il y a peut-être des infos qui vont pas lui être utiles, mais il les a, elles sont à disposition et si nécessaire, il va savoir aller chercher là où il faut en fait tout ce qu'il a rassemblé. Donc c'est un fonctionnement très très différent, très complémentaire finalement de la ligne et c'est un fonctionnement qui va lui permettre en fait, comme c'est un fonctionnement inclusif, à chaque fois la question c'est comment cette information va pouvoir enrichir les autres, qu'est-ce que cette personne va pouvoir apporter au groupe, ou comment est-ce qu'on va pouvoir l'intégrer au groupe, comment est-ce qu'on peut faire fonctionner l'ensemble si par exemple il y a des disparités ou il y a des différences, des divergences d'opinion ou je sais pas quoi, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça fonctionne avec toute cette richesse, avec toute cette différence, avec tout ça. Là où la ligne aura plutôt tendance à dire cette personne, comment dire, elle a une opinion qui est vraiment trop divergente par rapport au reste, ça va être trop compliqué de l'intégrer, ou ça va prendre du temps, ou du coup on va la laisser de côté pour ce projet ou pour ce truc-là, tant pis, voilà, je ne vais pas m'appuyer dessus parce que moi j'ai besoin d'aller vite dans cette direction. Donc c'est vraiment deux fonctionnements qui sont très différents, très complémentaires. Alors si on ajoute en plus le losange, là on a encore un autre fonctionnement qui est lui aussi hyper intéressant et très différent, qui est plutôt sur la mobilité en fait. Et tiens, on a un problème, ok, et si on change de place et qu'on le regarde depuis un autre endroit, qu'est-ce que ça devient, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'il y a de différent et quelles sont les opportunités qu'on ne voyait pas là où on était et qu'on peut voir maintenant et qu'on va pouvoir saisir. Il y a quelque chose de très très mobile et dans l'ouverture et dans l'opportunité en fait dans la façon dont le losange fonctionne et du coup c'est super intéressant d'avoir ces trois profils dans un projet, dans une équipe, voilà, parce que c'est des façons de penser un projet ou un sujet qui sont extrêmement différentes et qui s'enrichissent beaucoup mutuellement. Donc en termes de fringues, le cercle, déjà il va mettre des cols ronds et le losange plutôt des cols V ou des cols carrés par exemple, ça peut être une différenciation qui est simple à faire. Ça se joue donc pour ces deux profils là. Cercle, on va faire des manches ici, des manches 3/4, des pantalons 7/8, des choses comme ça. Alors en fait oui, on est toujours dans la même histoire, c'est-à-dire que
les vêtements dans lesquels on va se sentir le mieux et dans lesquels on va être beau aussi, dans lesquels on va vraiment rayonner, et parce qu'on est pleinement nous-mêmes, sont les vêtements qui soulignent, qui mettent en valeur ou qui vont dans le sens de ce que nous sommes déjà. Donc moi qui suis ligne par exemple, je gagne à mettre des vêtements qui soulignent ma verticalité. C'est pour ça que t'es bleu de la tête aux pieds. Exactement. Et alors, moi je suis cercle, je me suis mis rose de la tête aux pieds, mais c'est pas forcément un truc qui est indiqué quand on est cercle. Est-ce que là, par exemple, je suis en train de faire une sorte d'erreur de cercle? Non, pas du tout, parce que déjà ça va pas jusqu'aux pieds, justement, ça va pas de la tête aux pieds, ça va de la tête jusque dans les mollets. Donc au niveau de la longueur, en fait, là on arrive dans le plein. Et puis surtout la forme de ta jupe, en fait, elle a une forme assez ronde finalement, et donc en fait elle souligne, elle accompagne complètement l'énergie qui déjà fait ça en fait. L'idée c'est d'aller dans le sens de ce que l'énergie fait, toujours. Parce qu'on pourrait se dire on est habillé un peu pareil, c'est ça la méta, faut toute la même couleur avec un petit gilet différent qui contraste, mais c'est un hasard en l'occurrence, mais c'est pas ça. Non, pas du tout, c'est ça. Et en fait l'idée c'est de mettre en valeur ou de souligner en fait quelque chose qui est déjà présent et ce que l'énergie fait naturellement. Donc effectivement, quand on est cercle, on va choisir des formes arrondies qui vont en fait souligner les courbes présentes, parce que c'est ça qui est de visible chez les cercles. On va choisir des longueurs de vêtements qui s'arrêtent dans le plein pour mettre en valeur le plein dans le corps, alors que quand on est losange, on va choisir des vêtements qui vont plutôt s'arrêter au niveau des articulations pour mettre les articulations en valeur, des vêtements qui forment des angles, donc effectivement les cols en V, des vêtements croisés, voilà, des choses en fait, des tailles hautes, exactement, qui viennent marquer les articulations du corps, celles qu'on veut et celles qu'on a envie de mettre en valeur. Ok. Est-ce que ça veut dire, quand on est terre ou eau et qu'on a un fonctionnement émotionnel plutôt lent, ou qu'on est air ou feu, qu'on a un fonctionnement émotionnel plus rapide, qu'on est plus enclin à s'emporter? Parce que, tu vois, dans les choses que j'aide à transformer chez mes tourterelles, c'est réfléchir avant de parler, prendre du recul, parce que des fois on peut être impulsif et puis on le regrette après, et on parle trop vite, on n'est pas en lien avec son intention. Donc est-ce que ça veut dire que selon ton fonctionnement émotionnel, t'es peut-être plus apte à gérer les conflits? Alors, ça n'a rien à voir. Personne, non, c'est une super question, personne n'est avantagé en fait avec son profil. Il n'y a pas un profil qui est mieux pour gérer les crises ou pour gérer les conversations difficiles ou les débordements d'émotions. C'est juste que chaque profil le fait de façon à sa façon en fait, de façon particulière. Mais c'est pas parce qu'on a un mouvement lié à la terre ou à l'eau qu'on va être plus capable dans les situations difficiles, parce que quand on a un mouvement comme ça, qui est effectivement un rythme plus lent, que les choses se passent plus intérieurement, la difficulté, ça peut être aussi de dire tout simplement. C'est-à-dire qu'on peut être embêté, côté un petit peu taiseux. C'est ça. Ouais. En fait, la difficulté va pas être de je m'exprime trop rapidement. La difficulté, ça va être je m'exprime pas du tout. En fait, j'arrive pas à m'ouvrir, j'arrive pas à dire, j'arrive pas à nommer ce que je ressens. Tout se passe dans moi. Et c'est difficile pour moi de dire les choses. Donc il n'y a pas de fonctionnement en fait qui est plus à l'aise qu'un autre. Il y a simplement des fonctionnements différents, et mieux on connaît son fonctionnement, et mieux on est à même de ne pas tomber dans les pièges de l'ego en fait, parce que en fait quand notre fonctionnement n'a rien de problématique, notre fonctionnement il est parfait, notre profil est parfait. Et en fait, la seule chose qui fait que des fois ça brille, c'est quand l'ego s'en mêle en fait. Et donc, le fait d'avoir un mouvement lié à l'air, au feu, à la terre ou à l'eau, c'est parfait en soi. Simplement, quand mon ego s'en mêle et que j'ai un mouvement lié à l'air, et peut-être que je vais parler beaucoup trop vite, que je vais m'emporter, que je vais dire des choses que je pense pas. Donc ça va en quelque sorte doubler. Je vais parler d'autant plus vite. Enfin, j'ai déjà une propension à parler vite parce que j'ai un fonctionnement R. Et si en plus de ça, je rajoute, je sais pas, des blessures ou des trucs comme ça, parce que l'ego c'est peut-être un peu vague pour certains. Ouais. Alors là c'est. C'est ça. Là, en fait, la tendance,
ça va être de s'emporter, de parler plus vite que ce qu'on... Enfin voilà, de dire des choses qu'on ne pense pas en fait, ou d'aller trop loin par rapport à ce qu'on pense, de partir trop rapidement dans les tours, enfin bref. Alors que si j'ai un mouvement qui est lié à la Terre, voilà, naturellement en fait, je vais parler moins, je vais parler quand je sens qu'il y a quelque chose qui est à dire, en fait quand c'est nécessaire, ça va être mon fonctionnement naturel. Et si là, effectivement, il y a des blessures qui se rajoutent, des difficultés, etc., ce qui va se passer, c'est que du coup, je vais plus parler du tout, ou que je vais avoir beaucoup de mal à m'exprimer, ou que je vais dire, je vais utiliser seulement 2-3 mots pour décrire quelque chose de plus complexe qui se passe à l'intérieur de moi et qui mériterait un peu plus de temps et d'espace pour pouvoir être nommé, quoi. Et donc là où on pourrait voir un piège par exemple en découvrant la méta, parce que j'imagine qu'il y en a, comme il y a les écueils de CNV et on va en parler, faudrait pas par exemple là se dire non mais oui mais moi je suis R donc tu vois je dis ce que je pense ou feu, enfin peu importe, mais je suis cash et puis voilà, de toute façon je suis comme ça. Ça c'est effectivement un gros piège, c'est d'utiliser la méta pour justifier des attitudes ou des comportements qui en fait relèvent pas spécialement de notre profil, mais plus de pas envie en fait de prendre le temps ou d'accorder de la considération ou de l'importance à ce qui se joue, et du coup on laisse passer en fait des attitudes ou des façons d'être qui sont pas respectueuses spécialement, soit de la situation soit de l'autre. Et on met ça sur le dos. Ah voilà, moi je suis comme ça, donc c'est normal. T'as qu'à gérer avec ça. C'est ton problème, c'est pas le mien, quoi. Parce que moi je suis comme ça. Non. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que dans les vocabulaires qu'on utilise, je sais plus si c'est dans ton bouquin ou dans ton programme que tu mets ça un peu en exergue. Si je suis feu, j'ai un comportement qui est explosif. Tu vois, on parle dans les conflits, en tout cas quand ça pose problème, qu'on va soit crier, soit se taire. Donc quand je vais crier, je vais avoir un comportement explosif, et quand je me taire, tu vois, si je suis plus dans un fonctionnement terre, justement, je vais me taire. On parle du fait que la coupe est pleine, que les émotions débordent. Est-ce que ces petits vocabulaires-là, ils sont en lien avec... on peut les rapprocher du profil, ou c'est plus pas des tics de langage, mais des abus de langage, ou juste des façons de parler? On peut les rapprocher du profil. Par contre, c'est dangereux simplement de partir de là pour se dire « Ah, je dis toujours... que j'étouffe ou que je manque d'air, donc je dois avoir un mouvement lié à l'air. » En fait, c'est dangereux parce que, dangereux, c'est juste que c'est trop rapide. C'est sauter à la conclusion au lieu de s'offrir la possibilité vraiment d'explorer son mouvement pour vraiment vérifier si effectivement c'est bien ça. Par contre, c'est très intéressant, une fois qu'on a identifié son mouvement, juste d'être à l'écoute des mots qui viennent naturellement. Et c'est vrai qu'on peut faire souvent des parallèles. Et dans le vocabulaire, on va parler de quelque chose qui coule, de laisser aller, quelqu'un qui... Laisse couler, laisse pisser. Ouais, c'est ça. Et en fait, on peut voir que, effectivement, les mots qu'on va préférer, les expressions qu'on va préférer, souvent, elles sont un peu en lien avec notre fonctionnement. Ça me saoule, ça me gonfle. Ouais. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi quand tu as pris conscience de ton profil? Moi, j'ai pris conscience de mon profil en plusieurs étapes. Mais une des grandes choses que ça a changé pour moi, c'est mon rapport à mon corps, mon rapport à moi, mon rapport à ma féminité. Parce que, en fait, pendant un petit peu mon enfance, mais surtout mon adolescence, au moment où j'étais au collège, au lycée, et puis après pendant mes études, je me comparais énormément aux autres. Il y a personne en fait dans mon entourage qui avait un profil vraiment proche du mien. En tout cas, personne n'avait mon rayonnement. Donc, j'étais avec des gens qui étaient différents de moi. J'avais pas conscience en fait de ces différences. J'avais pas conscience de la réalité, de la simplicité de ces différences, en fait, du naturel de ces différences. Donc, je me comparais et je faisais des hiérarchies, c'est-à-dire que tous les gens qui étaient autour de moi et qui étaient extrêmement vifs, spontanés, qui avaient de la réactivité, de la répartie, qui aimaient beaucoup être avec les autres et qui avaient une facilité à aller vers les autres, même les personnes qu'elles ne connaissaient pas, etc. Moi, j'étais fascinée en fait par cette capacité-là, et je voyais bien que moi, j'en étais pas capable. C'était pas mon truc.
Et donc, en fait, je ne voyais pas de quoi moi j'étais capable. Je ne voyais pas l'intérêt que ça a d'être en retrait, d'avoir un profil plus observateur, plus analytique, plus fin en fait dans le regard porté sur les choses. Donc je me jugeais énormément. Et donc découvrir mon profil, ça m'a permis, en fait ça m'a soulagé énormément, parce que ça m'a permis de voir tout ce que j'avais de beau en fait en moi, et sans pour autant écraser et minimiser ce que les autres ont. En fait, c'est simplement je comprends la différence entre eux et moi, et ça m'a permis de réhabiliter mes capacités, mon fonctionnement, qui je suis, notamment au niveau de la féminité. En fait, j'avais une idée de ce que la féminité c'était. Je me faisais une image très voilà, quand on est féminine, on porte des talons, on porte des choses avec un peu des volants, avec des choses, je sais pas comment dire, justement des cols très arrondis qui ne me vont pas du tout. Enfin, et en fait, toute cette image que j'avais de ce que c'est que d'être une femme, ou de ce que c'est que d'être féminine, c'était des choses que j'avais captées un peu de modèles, alors chez des actrices, chez des personnalités connues, chez les femmes autour de moi, etc., que je trouvais très féminines. Et en fait, j'avais plaqué ça sur moi en me disant, c'est ça être féminine, donc il faut que je porte ça. Sauf que quand je portais ça, je me sentais vraiment comme un sac. Enfin, je me sentais pas du tout à ma place, j'avais l'impression d'être habillée n'importe comment, que c'était un déguisement, que ça collait pas du tout. Et donc ma conclusion, c'était, je suis pas féminine. C'est-à-dire que quand j'essaye de mettre des choses qui sont censées être féminines, ça me va pas. Donc c'est-à-dire que je n'ai pas ce qu'il faut pour être féminine. Donc j'avais plaqué un gros jugement. Enfin voilà, je serai jamais sexy, je serai jamais jolie, je serai jamais. Enfin voilà, je dois composer avec pas grand-chose quoi. Et en fait, de découvrir mon profil, ça m'a permis de me voir vraiment rayonnante dans certaines couleurs, dans certaines matières, dans certaines formes, exactement. Et du coup, de me dire waouh, en fait, je suis super féminine là-dedans. Mais c'est juste que c'est pas la féminité que je pensais. C'est pas connoté pareil, c'est pas... Exactement, et en fait, je suis féminine quand je porte ce qui me correspond vraiment. Et ma féminité ne ressemble pas à ta féminité, qui ne ressemble pas à la féminité encore d'une troisième femme qui serait avec nous. En fait, notre féminité, elle s'exprime de façon très différente d'une femme à l'autre. Et il n'y a pas une image en fait de la féminité, il y en a autant qu'il y a de femmes. Et donc moi, sans chercher, en plus je cherchais même pas ça quand la méta, bon ça a été un processus assez vraiment par étapes pour arriver à la création de cet outil. Je cherchais absolument pas à être plus féminine. Enfin c'est pas du tout ce qui m'a guidée dans la création de ça. En fait, simplement j'ai constaté, à force de m'habiller dans vraiment ce qui me convient et de me sentir à l'aise et de trouver des choses de plus en plus ajustées à moi, j'ai fini par me regarder en me disant mais je suis super féminine là-dedans, je suis bien en fait. Mais ouais, et c'est simplement que c'est ma version de la féminité en fait, c'est celle qui me correspond. Et donc j'ai même pas la sensation de faire un effort pour être féminine ou d'avoir à faire quelque chose de spécifique pour ça. Je m'habille avec ce qui me va, je suis féminine. Donc ça a été oui, un gros changement. Ouais. Et qu'est-ce que ça a changé dans tes relations? Tu vas parler beaucoup de ta famille. Je connaissais déjà pas mal de choses au moment où je me suis mise en couple, donc ça n'a pas changé énormément. Par contre, ce qui a bougé, c'est dans ma famille, avec mes parents et mon frère. En fait, quand j'étais jeune, donc j'ai passé une enfance assez tranquille, mais assez solitaire aussi, dans une grande maison avec beaucoup d'espace. Voilà, mon père n'était pas très présent spécialement quand j'étais jeune. Et en fait, vers la fin de l'adolescence, j'ai commencé à avoir, je sais pas, de la tristesse en fait, d'avoir passé une enfance seule, quand je comparais avec mes copines qui, elles, faisaient plein de trucs avec leur père, avaient une relation où j'avais l'impression qu'elles étaient proches de leur père. Moi, je sentais pas ça. Et en fait, c'est à peu près à ce moment-là que j'ai réalisé le profil, enfin que j'ai compris en fait quel était le profil de mon père. Et en fait, j'ai compris quel était son fonctionnement, quels étaient ses besoins, quel était son fonctionnement naturel, oui. Il est hiver, il a un mouvement lié à la terre, et il est ligné. Ok, ah ouais, donc lui, il y a quelque chose... Il a presque tout qui va dans le même sens ou, en fait, il a un profil qui est très posé, en même temps très concentré, et qui s'intéresse uniquement à l'essentiel. Okay. Et en fait, on a en commun juste la ligne, mais sinon, le reste, il est hiver, je suis été, et il a un mouvement en terre, et moi j'ai un mouvement en feu. Okay. Et en fait, je me suis rendu compte en réalisant son profil que j'avais eu, petite et jeune, des attentes venant de lui, j'avais des attentes sur lui, qui ne correspondaient pas à qui il est. C'est-à-dire que j'ai vu d'un coup,
ah, mais j'attendais qu'il vienne me voir, j'attendais qu'il s'intéresse à moi, j'attendais qu'il me pose des questions, j'attendais qu'il me propose des activités, j'attendais que... Mais en fait, c'est pas du tout qui il est. Il aurait été probablement très réceptif et disponible si moi j'avais été le voir, si moi j'avais été lui parler, etc. Parce que c'est son fonctionnement, il est très très disponible et présent quand on a besoin de lui. Mais pour ça, il faut simplement lui signifier, lui dire, lui demander. Que toi, t'attendais qu'il vienne vers Exactement. toi. Et en fait, j'avais plein d'attentes complètement à côté de la plaque. Et donc de découvrir la méta, c'était pas tellement le fait de mieux me comprendre moi là, parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec la méta, c'est ça, c'est d'apprendre à se connaître soi, mais aussi d'apprendre à comprendre les autres. Et là, en fait, c'est comprendre son fonctionnement et comprendre son profil. Ça m'a permis de faire tomber d'un coup tous les jugements, toutes les attentes, toutes les croyances, tous les trucs que j'avais sur lui. Et depuis ce moment-là, bon après ça fait à peu près la même chose avec mon frère et ma mère, et depuis ce moment-là, eh ben, je suis entrée dans un espace nouveau de relation avec eux. En fait, il ne s'est rien passé. Je me disais, on aurait besoin de 15 ans de thérapie familiale pour réussir à être une famille à peu près fonctionnelle, où on se parle, où il se passe des choses, et je sais pas quoi. Et en fait, il s'est absolument rien passé. Je ne leur ai pas parlé, je ne leur ai rien dit de tout ce que j'avais vu et compris sur leur profil. On n'a pas eu d'explication, rien de tout ça. Simplement, comme mon regard a changé, et ben, du coup, mon attitude vis-à-vis d'eux a changé. Je suis devenue beaucoup plus disponible et plus ouverte, sans attente, sans jugement, présente quand je suis avec eux. Quand ils me proposent de faire quelque chose, et ben, ça me convient, je dis oui, ça me convient pas, je dis non. Quand ça me convient, je suis là, ils ont besoin de quelque chose. Enfin, en fait, c'est comme si d'un coup, mes yeux et mon cœur s'étaient ouverts à eux. Et du coup, j'ai commencé à voir des talents cachés, des choses que je ne savais pas d'eux. Mon père écrit magnifiquement bien, que mon frère, il est poète aussi à ses heures. Que j'ai commencé à voir des endroits en fait où ils mettent de l'humour comme ça là par petites touches et de façon assez discrète, mais avant j'y faisais pas attention, j'étais toujours dans mes pensées à attendre des trucs, un ronchon, mon père il a pas fait ci, il a pas fait ça, et en fait d'un coup je me suis ouverte à la réalité de qui ils sont et j'ai pu vraiment en profiter, donc ça a radicalement transformé la relation que moi j'ai en fait avec ma famille. Et tu vois, en t'écoutant, je fais des parallèles évidemment avec ma famille, et je pensais, ça me venait tout à l'heure, d'une manière très très différente. Moi je suis pas très proche de mon père non plus, et en fait ce que j'observe dans ma famille, c'est que voilà, mon père est quelqu'un de très gentil, et il y a plein de choses au quotidien en fait qui nous font chier, et c'est toujours avec lui qu'on s'engueule et jamais entre nous. Et le fait est que en fait là je suis en train de me dire, mais c'est vrai que là dans les personnes qui habitent dans la maison de ma famille, en fait on est 3 autochtones, plutôt terre haut, et en fait mon père est le seul été avec a priori un profil R. Donc c'est vrai qu'on a l'impression d'être tous contre lui. En fait, il y a plein d'amalgames qui se font, parce qu'en plus, voilà, et le fait est que il prend plein de trucs mal et ils se sont toujours attaqués, et en même temps, nous aussi, d'une certaine manière, si on comprend pas son fonctionnement, on va contribuer à ça. Et c'est vrai que d'un côté il est chiant, et en même temps on renforce aussi, et en fait je pense que c'est une espèce de boucle infernale qui d'un côté effectivement par mauvaise habitude et par trauma, et puis de l'autre côté par fonctionnement, parce que le fait est que si on regarde purement la méta, en fait il est il est à part dans son profil. C'est ça, et en fait quand on n'a pas de clarté sur les différences et de compréhension sur les différents fonctionnements, ça peut vite partir en vrille en fait. Qu'est-ce que tu peux dire à toutes mes petites tourterelles là qui se disent je dois m'aimer plus? Alors ça c'est une question intéressante, je dois m'aimer plus. C'est une injonction qui à mon sens freine et bloque beaucoup en fait, parce que il y a comme ah oui je sais qu'il faut que je m'aime plus et c'est important, mais en fait on n'arrive à rien en cherchant à s'aimer plus. Pour moi c'est une impasse. Oui, en plus on sait pas comment faire. Mais c'est ça, ne donne aucune clé. Exactement. Et en fait, pour moi, la clé, c'est de mettre de côté ce truc-là, de se dire, ok, m'aimer plus, on verra plus tard, on verra après, je mets ce truc-là de côté. Et pour moi, la clé, c'est de chercher à être plus curieux. Ça rejoint un peu, plus je connais, plus j'aime, c'est-à-dire, en fait, la curiosité mène à la compréhension mène à l'acceptation, et l'acceptation mène à l'amour. Si on essaye déjà d'arriver à l'amour, en fait, ou si on cherche l'amour de soi ou l'amour des autres, on
des étapes en fait. On va faire quelque chose qui va être peut-être très superficiel, on va s'inventer un amour un peu fictif pour soi-même ou pour les autres, alors que pour moi la clé c'est la curiosité. En ayant de la curiosité pour soi-même, pour ses propres fonctionnements, en prenant le temps d'explorer qui on est, comment ça se passe à l'intérieur en fait. Curiosité donc sans jugement de... C'est ça. Ben, en fait la vraie curiosité ne laisse pas de place au jugement. Ouais. Quand on est réellement ouvert et curieux, on est juste prêt à recevoir quoi qu'il se passe en face en fait, et quel que soit ce qui se présente. La curiosité c'est de l'ouverture totale, donc la curiosité normalement est incompatible avec le jugement. Donc c'est de développer vraiment de la curiosité pour soi, éventuellement pour l'autre aussi si on est déjà en couple ou si on a envie de prendre soin d'une relation, mais c'est de développer la curiosité. En fait en développant la curiosité, il ne peut que se passer des belles choses. Merci Flora. Merci. Voilà pour cette découverte, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a donné envie d'aller plus loin parce que ça vaut vraiment le coup. J'insiste sur le mot découverte parce que la méthode de Flora elle est hyper profonde, hyper complète et voilà, si tu veux aller plus loin, comme d'habitude, tous les liens sont dans la description, son bouquin, son site, ses petits trucs à télécharger, etc. Voilà. C'était la dernière interview de cette petite série d'interviews de l'été, donc on se retrouve très bientôt pour nos petites vidéos normales.